tous ravis de vous retrouver avec François Gervais. Bonjour monsieur. Bonjour. François Gervais, physicien, ancien professeur à l'université de Tours. Vous avez été directeur d'un laboratoire du CNRS et expert reviewer des rapports AR5 et AR6 de 2022 du GIEC. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, on vous a reçu à chaque fois. Le premier, c'était L'urgence climatique est un leurre, le déraisonnement climatique, et le dernier à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Il n'y a pas d'apocalypse climatique, modèles, mesures et prévisions se délivrer de l'éco-anxiété. François Gervais, on nous assomme depuis des années avec l'existence d'une crise climatique. Les pouvoirs publics ressassent cela tel un mantra. Quelles sont les données sur lesquelles ils s'appuient pour affirmer qu'il y a bien une urgence, une crise climatique? Principalement sur ce qu'on appelle les modèles de climat. Or, quand on regarde ce que disent justement la tendance des modèles de climat, il y a un écart de 500% entre celui qui donne la tendance la plus basse et celui qui donne la tendance la plus élevée. Mais quand on compare aux observations, on a des observations dans l'hémisphère nord depuis en gros 1850, tous les modèles ont une tendance beaucoup plus élevée que ce que donnent les observations. Encore faut-il distinguer les observations, la moyenne des températures et la moyenne des températures en milieu rural. Il y a une grosse différence entre les deux. Pourquoi? Eh bien parce que l'effet d'îlot de chaleur urbain, et alors on peut dire que c'est anthropique, l'effet d'îlot de chaleur urbain, puisque c'est les gens, c'est les humains qui construisent des villes. Évidemment, la population mondiale a doublé depuis 50 ans. Ben oui, il faut bien loger tout le monde, il faut bien chauffer tout le monde. Donc l'effet d'îlot de chaleur urbain, automatiquement, augmente. Donc ça, c'est anthropique. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le climat. D'accord. Alors vous nous parlez de modélisation, de différentes modélisations. Qui sont les auteurs de ces modélisations? Un certain nombre de pays. Ouais. Il y a des Français au CEA, mais il y a aussi des Canadiens, des Américains, des Australiens, enfin, ceux qui ont l'habitude de modéliser, modélisent. Alors, selon le GIEC, c'est très officiel, c'est très sérieux, la planète se réchaufferait de 0,007 degrés par an. Est-ce qu'on sait si cette augmentation est le fait de l'activité humaine? Alors, si on inclut l'effet d'îlot de chaleur urbain, oui, pour partie. Qu'est-ce que c'est que cette expression que vous utilisez? L'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est le fait que la chaleur se concentre dans les villes. D'accord. Principalement. Okay, Donc c'est parce qu'on construit des villes, parce qu'il faut bien loger tout le monde, et dans certains pays, chauffer également en hiver. Bon, donc ça joue, mais c'est pas la seule chose. Il est exact que si on reprend, là je suis un petit peu technique, si on reprend ce qu'on appelle le spectre infrarouge de l'atmosphère, et en particulier des bandes du dioxyde de carbone, le CO2, il y a un effet. L'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, effectivement, se traduit par quelque chose qu'on mesure et qu'on peut évaluer, qui serait de 0,4 degrés depuis 175 ans. D'accord. Donc il y a un effet. En plus d'effet d'îlot de chaleur urbain, il y a un effet dû au CO2 qui s'évalue à peu près à 0,4 degrés depuis 175 ans. Tout CO2 confondu. C'est-à-dire pas seulement celui qui est émis en brûlant du pétrole, du gaz ou du charbon, toute augmentation de CO2 confondue. En particulier, il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère. Donc si les océans se réchauffent un petit peu, et de fait ils se réchauffent un petit peu, depuis 175 ans, il y a eu un léger réchauffement. Donc, automatiquement, il y a une partie du CO2 qui est moins soluble quand l'eau est plus chaude, plus soluble quand l'eau est plus froide, qui part dans l'atmosphère. Donc il y a les deux. C'est donc pas le CO2 qui augmente, ce n'est pas le CO2 qui fait augmenter les températures, c'est les températures qui augmentent naturellement selon des cycles qui font libérer le CO2 qui est au fond des océans. Tout à fait. Parce que si on compare les capacités calorifiques, pardonnez-moi, je suis encore un peu technique, de l'eau et de l'air, on s'aperçoit que l'eau
peut chauffer l'air 3500 fois plus que l'air ne peut chauffer l'eau. Et on se rend compte, par exemple, quand il y a un épisode El Niño dans l'océan Pacifique, c'est une remontée d'eau chaude qui est liée au régime des vents, les alizés. Et dans certains cas, effectivement, il y a une remontée d'eau chaude qui fait que l'eau chauffe l'air. On se rend compte, pendant un épisode d'El Niño, il y a vraiment un pic de température. Et curieusement, derrière ce pic de température, 6 à 9 mois plus tard, il y a un pic de CO2. C'est évidemment, comme les océans sont plus chauds, une bouffée de CO2 qui est sortie des océans. Cette augmentation donc de 0,4% de la température de la planète depuis 175 ans, quelles en sont les conséquences sur notre environnement? Vous savez, en ce moment, il y a combien de degrés d'écart entre un petit matin frisquet et une après-midi agréable? Une quinzaine de degrés. Bon, la faune et la flore qui est dehors s'en accommodent parfaitement. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse un pouillème de degrés? Alors, on sait que cette année 2025, le budget de l'État alloué à la transition écologique représente 40 milliards d'euros. Quel serait l'impact de la décarbonation de la France sur la sauvegarde de la planète? De toute façon, à l'heure actuelle, mondialement, 80% de l'énergie produite provient de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon. La Chine, à elle seule, consomme la moitié du charbon mondial. Et si on prend l'ensemble des pays d'Asie, c'est 80% du charbon mondial. Ce que fait ou ne fera pas la France, c'est dans l'épaisseur du trait. Ça n'aura aucun impact significatif. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser 40 milliards, on va dire, en pure perte. Vous dites que les émissions de gaz à effet de serre de la France représentent 0,8% du total. Donc si... C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. C'est officiel. Si on arrêtait la politique de transition écologique de la France, cela éviterait un réchauffement, vous l'indiquez, alors peut-être que c'est même le GIEC qui l'indique, de 0,00056 degrés par an. Exactement. Donc on dépense 40 milliards d'euros par an pour éviter un réchauffement minimum, quoi. Presque invisible. Absolument invisible, évidemment. À ce rythme-là, il faudrait patienter 18 000 ans pour que la France réchauffe la planète d'1 degré. 18 000 ans. C'est pas raisonnable. Même une commission d'enquête parlementaire dont vous soulignez les travaux dans votre ouvrage parle d'une politique énergétique désastreuse. Oui, ça c'est eux qui le disent. Oui. Sur le concept de sauvegarde de la planète, comment agissent les grandes puissances comme les États-Unis, l'Inde ou la Chine? Justement, les principaux émetteurs dans l'ordre décroissant, le principal, c'est la Chine, de très loin, suivi des États-Unis, et ça ne va pas s'arrêter, je pense, avec M. Trump, de l'Inde et de la Russie. À eux quatre, ils représentent 60% des émissions de CO2 dues à la combustion des ressources fossiles. Donc ils vont continuer, de toute façon. Ils vont continuer. Tant qu'il y a des ressources fossiles, ils vont continuer. Imaginons que tous les pays de la planète cessent d'émettre du gaz à effet de serre. Quelles en seraient les conséquences sur la température globale? C'est parfaitement impossible, parce que 80% de l'énergie provient de cela aujourd'hui. Comme de toute façon, ceux qui prétendent avoir une volonté de décarboner, c'est-à-dire essentiellement l'Union européenne, qui représente seulement 8% des émissions, seulement 8%, bon, ça n'aura pas d'impact significatif, puisque tous les autres vont continuer de toute façon. Donc c'est la seule, finalement, 80% de l'énergie produite aujourd'hui provient de la combustion des ressources fossiles. Les autres, c'est l'hydroélectricité, qui, comme son nom le dit, sert à faire de l'électricité. Au niveau mondial, c'est quand même 6% de l'énergie, suivi du nucléaire, 4% de l'énergie. Et le reste, c'est fifrelinesque. Imaginons que le CO2 présent dans l'atmosphère de la planète doublait.
qu'est-ce qui se passerait sur la température de la planète? Bien, il n'a pas doublé depuis 175 ans, mais il a quand même augmenté de à peu près 50%. Donc on a dit 0,4 degrés depuis 175 ans. Bon, ça peut faire 0,4 degrés de plus, si ça doublait. Mais on n'en prend pas le chemin. Parce que les tendances aux émissions ont plutôt tendance à se plafonner maintenant. Il y a eu une augmentation, et puis là, ça a plutôt tendance à augmenter légèrement encore, mais pas autant qu'auparavant. Alors, vous expliquez que l'essor des énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien sera le principal responsable d'une flambée des prix et des taxes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? La demande d'électricité en France n'a pas augmenté depuis 30 ans. C'est RTE qui nous le dit, il suffit de regarder les chiffres de RTE. La demande d'électricité en France n'a pas augmenté. Or, il y a 30 ans, nous avions déjà des centrales nucléaires et de l'hydroélectricité qui assuraient la production d'électricité. Ouais. Le fait d'avoir rajouté des énergies intermittentes, ça c'est important de le souligner, avec contrat d'obligation d'achat, fait que on est obligé de baisser plus ou moins la production nucléaire et hydroélectrique. Donc, ça renchérit le coût, puisqu'on abaisse la production, alors qu'on continue à payer les gens qui s'en occupent, de toute façon. Donc, là, il y a une perte, et puis s'ajoute à cela, évidemment, l'implantation de ces énergies intermittentes, éoliens et photovoltaïques. Ouais. Je rappelle que les panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. Ils sont fabriqués en Chine à partir d'une électricité qui est fortement carbonée, puisqu'ils consomment la moitié du charbon mondial, en particulier pour faire leur électricité. Donc, on va subventionner des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués à partir d'une énergie carbonée. C'est absurde. Quant à l'éolien, c'est pareil. Les éoliennes sont toutes importées. Il n'y a pas de fabricants en France qui réussissent à implanter. Donc, là encore, on subventionne d'une certaine façon des pays étrangers. Et vous nous expliquiez déjà dans un ouvrage précédent, François Gervais, que l'ajout de ces énergies renouvelables dans le mix énergétique est mauvais pour les centrales nucléaires, parce qu'on utilise l'énergie du photovoltaïque et des éoliennes en premier. Et du coup, on fait baisser l'activité de la centrale nucléaire. Et en fait, vous nous expliquez que c'est très mauvais de jouer à la hausse et à la baisse sur la production nucléaire. Tout à fait. Donc on ne le fait pas sur le nucléaire, mais on rajoute des productions de gaz naturel, enfin on brûle du gaz naturel, ce qu'on ne faisait pas avant, pour pallier les insuffisances de vent ou de soleil. Et le gaz naturel, effectivement, c'est très réactif. Donc, en plus, on brûle du gaz naturel, c'est-à-dire un gaz à effet de serre, pour pallier l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque. Alors, justement, cette transition écologique s'appuie sur l'éolien, le photovoltaïque. Vous nous disiez que les panneaux sont créés en Chine. Cela nécessite une exploitation minière. Je crois qu'il y a du silice dans ces panneaux. Il y a tout un tas... Oui, c'est à base de silice, mais il faut surtout... Pour atteindre du silicium de qualité électronique, il faut énormément d'électricité. Ouais. Très haute température, oui. Et des transformations chimiques. Donc toute cette manière de créer ces énergies renouvelables, quelle peut en être? Est-ce qu'on peut évaluer le bilan carbone? On peut dire que tant les panneaux photovoltaïques que l'éolien n'aura remboursé la quantité le carbone qu'il a fallu pour les implanter, pour les fabriquer, qu'au bout d'un certain nombre d'années, et probablement qu'ils seront devenus, à ce moment-là, la maintenance ne sera pas suffisante pour les maintenir, justement. Et donc, c'est absurde. Alors, on entend aussi, dans les médias, depuis quelques années, ce concept de smart cities, de villes de 15 minutes. Qu'est-ce que c'est, ce concept? C'est simplement qu'on ne se déplace qu'à pied ou en vélo. C'est tout. C'est pas bien, ça? Pas de voiture. Ouais. Ah, mais pour ceux qui veulent faire du vélo et de la marche à pied, bien sûr, libre à eux. Mais je veux dire, là, quand ça devient
ça revient à recréer l'équivalent d'un village, un repli sur soi, et il n'y a plus tout ce que permet les échanges dans la vie à beaucoup plus grande échelle. Ouais. C'est dommage. Ouais. Moins de mixité sociale. Bien sûr. On a assisté ces derniers temps, les téléspectateurs s'en souviennent, d'incendies ravageurs. C'était le cas en Californie, c'était le cas, je crois, il y a quelques mois ou années à Hawaï. Oui. Ces événements météorologiques dits extrêmes, comment ils évoluent? J'ai l'impression, moi, de voir des incendies tous les 4 matins maintenant. C'est ce qu'on relate, effectivement. Il y a une publication qui est sortie il y a seulement 8 jours. Je vous en donne les conclusions. Les événements météorologiques extrêmes, tous confondus, depuis 30 ans, c'est plat. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Il y en aura toujours. Hein, les incendies, c'est soit dû à l'imprudence, soit dû à des pyromanes, soit dû à des systèmes électriques qui sont... Pas aux normes. Absolument. Et ça provoque effectivement des incendies. Alors, mais le CO2 n'a rien à voir là-dessus. J'ajoute même que pour éteindre un incendie, un extincteur, on souffle du CO2. C'est vrai, hein? C'est vrai, la neige carbonique. Ouais. Carbonique, excusez-moi. Ces campagnes d'activistes contre les boucheries, contre les barbecues, on a entendu Sandrine Rousseau en faire des caisses sur son fil d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'impact des élevages de bovins sur notre environnement? Alors ça, c'est une conséquence de ce que je qualifierais d'une entourloupe du GIEC. Le méthane est effectivement un gaz à effet de serre, mais en proportion très faible dans l'atmosphère. Donc l'impact, il est faible aujourd'hui parce que c'est beaucoup moins que le CO2 dans l'atmosphère. Bon. Mais l'entourloupe, c'est de dire, oui, mais son pouvoir de réchauffement est plus élevé que celui du CO2. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une entourloupe. Car si on regarde la différence, j'étais encore un peu technique, pardonnez-moi, d'électronégativité, concept introduit par le prix Nobel de chimie Linus Pauling, la différence de charge électrique positive et négative entre le carbone et l'oxygène dans la molécule de CO2 et entre le carbone et l'hydrogène dans la molécule de méthane. C'est plus élevé dans la molécule de CO2. Donc, le méthane, à côté du CO2, est un gaz dont l'effet est anémique. Alors, on ne prend pas la concentration actuelle qui est très faible dans l'atmosphère, mais on prend la dérivée d'une loi logarithmique. Alors, la dérivée d'une loi logarithmique, c'est une loi hyperbolique. Alors effectivement, quand la concentration est très faible, le pouvoir est élevé, mais il ne peut pas augmenter, le pouvoir ne peut que diminuer très rapidement. Donc c'est une entourloupe encore. Vous expliquez aussi que l'air est bien plus pur aujourd'hui en France qu'il ne l'était dans les années 50, dans les années 60. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je suis né en 1945, je suis témoin de cela. Je me rappelle, dans les années 1950, toutes les façades étaient noires. Parce que, justement, il y avait combustion du charbon au centre des villes. Et donc, les façades étaient noires. Là, il y avait une véritable pollution de l'air. Aujourd'hui, c'est bien plus faible que cela. Et même à Londres, il y a eu... c'était... À l'époque, il y avait des usines dans la périphérie, trop près du centre de Londres, et ces usines émettaient du dioxyde de soufre. Alors effectivement, le dioxyde de soufre avec la vapeur d'eau de l'air, ça fait de l'acide sulfurique. C'est pas bon à respirer. Et il y a eu effectivement des dizaines de milliers de morts et de personnes malades à Londres en 1952 à cause de ce qu'on a appelé le fog. Le brouillard. Ça. Voilà, c'était ça. Le smog, on l'a appelé aussi comme ça. Alors, certains nous expliquent qu'à l'avenir, l'immigration pourrait avoir comme cause le réchauffement climatique. On nous explique qu'il y aura des migrants climatiques, notamment dus à l'élévation du niveau des océans. On a des marégraphes aux 4 coins de la planète. Qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Le marégraphe de Brest mesure le niveau de la mer depuis 200 ans. Le niveau de la mer, effectivement, augmente, mais de 1 mm par an.
1 mm par an. C'est aussi la moyenne mondiale. 1 mm par an, mesuré par les marégraphes, c'est 1 mm par an. Mais à quoi c'est dû alors cette mini-élévation? C'est lié, je dirais, au cycle de Milankovitch. Tous les 100 000 ans, la Terre connaît une phase froide, puis une phase chaude, puis une phase froide, puis une phase chaude. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, avec une périodicité de 100 000 ans. Le dernier réchauffement date d'il y a 15 000 ans. C'est pas si vieux. Et donc là, les océans sont montés de 120 mètres. Il y a 15 000 ans. Les océans sont montés de 120 mètres parce que beaucoup de glace continentale a fondu. La Terre s'est réchauffée d'à peu près 8 degrés. Et effectivement, la glace a fondu. Et ce que nous observons en ce moment, la hausse résiduelle, c'est la lente finale de cette montée des eaux beaucoup plus considérable d'il y a 15 000 ans, de 120 mètres. Et ces cycles de Milankovitch sont liés à l'inclinaison de la Terre sur son orbite par rapport au Soleil, tout simplement. Vous expliquez également ce phénomène par la tectonique des plaques. Alors ça peut jouer aussi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, selon, à Stockholm par exemple, la mer ne monte pas, elle descend. Mais en réalité, c'est la plaque qui se relève. Donc, qui donne l'impression que la mer descend. Non, elle ne descend pas. C'est un mouvement relatif. Mais si, effectivement, la plaque monte, ou au contraire descend, parce qu'on observe les deux, effectivement, on va trouver des hausses ou non, voire des baisses de niveau qui tiennent pour partie à cela. On connaît la mission des Nations Unies, c'est lutter contre la faim, la pauvreté dans le monde. Comment est-ce que vous jugez son engagement contre cette notion de réchauffement climatique? Elle serait inspirée d'abord de voir l'effet bénéfique qui est le verdissement de la planète. Car le CO2 est la nourriture indispensable et irremplaçable de toute la végétation. Oui, parce qu'il y a des milliards d'années, je ne sais pas très bien combien, mais le CO2 dans l'atmosphère était bien plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est ce qui a précipité la naissance de la vie. Et c'est ce qui est à l'origine des combustibles fossiles, qui est une partie de la végétation de l'époque qui s'est trouvée enfouie et qui donne aujourd'hui des combustibles fossiles. Oui, tout à fait. Et Mais je finis sur le CO2 parce que ça c'est extrêmement important. Justement, puisque vous avez mentionné l'Organisation des Nations Unies, l'augmentation du CO2 profite à un certain nombre de plantes nutritives et comme justement la population mondiale a doublé en 50 ans, il faut pouvoir nourrir tout le monde. Donc l'augmentation du CO2 nous aide à nourrir tout le monde. Oui, également le plancton qui s'alimente de CO2. Et également. Donc ça, c'est pour toute la chaîne marine, oui. Alors, il est aussi question d'intelligence artificielle. Dans votre ouvrage, on a a priori un peu de mal à voir le lien entre ce concept d'apocalypse climatique et ce que pourrait jouer comme rôle l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Je vais jouer joker là-dessus. Je ne connais pas suffisamment le sujet. D'accord. Alors, vous avez un ami dans le métier qui s'appelle le professeur Koutsoyannis, je vais le citer. Sauver le monde des menaces climatiques grâce à une gouvernance mondiale est le camouflage qui habille le monstre du contrôle totalitaire du monde. Nous n'avons pas besoin de sauveurs qui prétendent sauver la planète, l'humanité ou la race humaine. L'histoire enseigne que ce dont nous avons réellement besoin, c'est de nous sauver de ces sauveurs. Aux antipodes de l'humanisme, nous devons protéger la liberté, la démocratie, l'éducation. Ces sauveurs, on fait comment pour les oublier, pour s'en débarrasser ? Alors là, ça devient une question politique qui échappe à ma compétence de physicien. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure, François Gervais, au sujet de cet ouvrage? Vous êtes physicien depuis plus d'une 50aine d'années, vous assistez à cette politique en faveur d'une réduction des gaz à effet de serre. On est engagé dans quoi aujourd'hui? Là encore, je suis citoyen et je peux faire une réponse en tant que citoyen, mais en tant que physicien,
il est évident que vous mentionniez 40 milliards par an. Ma question, tout simplement, c'est dans les poches de qui ça va? Follow the money, disent les Américains. Oui. Suivez où va l'argent, vous comprendrez tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir une thèse de doctorat pour cela. Oui, les conflits d'intérêts, on en avait déjà parlé au moment du Covid, c'est peut-être encore le moment d'en reparler. François Gervais, votre ouvrage « Il n'y a pas d'apocalypse climatique », c'est chez l'Artilleur et à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci de votre invitation.